oui, Ahmed Rateb Boukhalfa, 25 ans. J'ai fait ma licence à l'USTHB, donc à Zouar. C'était en chimie, oui, donc chimie fondamentale, parce qu'en fait, sur le diplôme, il y a chimie fondamentale, m'a disait de là, chimie inorganique, etc. Mais bon, on va D'accord. rester juste sur chimie fondamentale. La première année, donc, c'était juste une première année en sciences des matériaux. Donc, j'ai suivi en fait le parcours SM, sciences des matériaux, parce que je pense que avant c'était accessible via ST, Oui, sciences exactement. et technologies, mais je pense qu'on بدلوها. Donc moi j'ai fait le parcours SM et voilà, après j'ai décidé de continuer mes études, donc de continuer un master carrément à l'étranger. Voilà, donc en Mhm. Espagne. La plupart des étudiants algériens, en particulier ceux qui sont à Dabzouar, préfèrent partir dans un pays où la langue officielle est le français. Vous, vous avez choisi l'Espagne. Quels étaient les avantages pour vous? En réalité, je vais pas vous mentir. Donc, Anna, j'ai fait donc le Hadak Campus France, donc pour partir étudier en France. Vu qu'en fait, c'était le plus, on va dire, c'est le seul programme, la plupart des étudiants algériens ont les informations. Allez. Donc, c'était carrément Campus France. Dès qu'on parle, on va dire, d'aller étudier à l'étranger, la majorité des étudiants algériens, on va partir et on va étudier en France. Via quoi? Campus France. Parce que c'était la seule plateforme, mais on va dire grâce à elle, tu peux juste mettre les informations, tu peux juste mettre tout ce que tu as besoin pour partir en France. Et tu attends, on va dire, juste la réponse de l'université. Après, si c'est favorable, on va te donner le OK. Donc après, ça sera visa, etc. etc. Donc là, c'est la procédure Campus France. Moi, je ne vais pas vous mentir, j'ai fait la procédure, donc Campus France. Je l'ai fait pendant 2 ans, je crois. J'ai reçu des refus. Donc le premier refus, parce que je pense que c'était par rapport à mes résultats, c'était pas vraiment bon. Donc mes résultats n'étaient pas bons par rapport à la L3. Après la M1, c'était une légère amélioration. Et j'ai fait Campus France, mais j'ai quand même été refusé. Après, je me suis dit, en fait, j'ai fait les deux en même temps. Donc j'ai fait l'Espagne et la France, donc Campus France. Après, je me suis dit, bon, l'Espagne, c'est bien, sauf que je parle pas la langue. Je vais essayer de trouver un programme anglophone. Du coup, j'ai commencé à chercher, j'ai trouvé plusieurs programmes, mais la spécialité n'était pas vraiment celle que je recherchais. Du coup, je me suis dit, je vais rechercher encore et encore et encore. Comme par hasard, c'était vraiment un hasard. Je suis rentré dans un groupe Facebook. Une personne était en train de parler de l'université, donc de l'université là maintenant, donc l'université Rovira i Virgili à Tarragone. Je me suis dit, je vais me renseigner. J'ai trouvé le master vraiment, vraiment très, très intéressant. Je me suis dit, je vais poser quelques questions. Le responsable, donc le responsable du master, donc c'est lui qui va donner en fait les acceptations ou pas. Voilà, donc sincèrement, c'était vraiment pas vraiment par choix personnel. Donc c'était Mhm. vraiment essayer d'aller étudier à l'étranger pour avoir un meilleur environnement, pour avoir de la pratique, pour avoir, on va dire, de meilleures études. L'une des questions qui préoccupe la plupart des étudiants est vers où se diriger et quelles sont les procédures à suivre pour venir en Espagne. D'accord, ok, ok. Alors bon, comme je l'ai dit juste avant, donc pour la France qui a une Campus France, c'est d'ailleurs très facile. Donc je pense que dès qu'on rentre Campus France, on a toutes les informations. Pour l'Espagne, c'est un peu plus difficile. Je ne vais pas vous mentir, c'est limite galère. Parce qu'en fait, pour l'Espagne, faut se renseigner donc sur le site du gouvernemental Espagne. J'ai oublié d'ailleurs le site. Vous pouvez juste taper Espagne gouvernement, c'est le premier site qui vient. Alors, faut faire en fait l'équivalence t'as les papiers TAC pour pouvoir aller en Espagne. Donc la procédure c'est simple, c'est prendre les diplômes, c'est pas les relevés de notes, donc c'est les diplômes. Comment ils reconnaissent les diplômes. Dans mon cas, c'était juste la licence. Donc j'ai pris la licence TAI. Après, je suis allé au ministère des. Alors, c'était quel ministère? J'ai oublié. Mais bon,
Après, je vais essayer de pouvoir de vous envoyer en fait les détails par message. En gros, vous allez donc dans un ministère, vous légalisez هذاك le diplôme. Après, vous devez aussi avoir un certificat médical, le casier judiciaire, qui vous les légaliser dans les ministères pour chaque type de feuille. Après le tout, vous allez le prendre dans le ministère des Affaires étrangères. Et là, donc, ils vont en même temps légaliser. Et comme ça, on va dire, vous aurez, on va dire, l'équivalence de les papiers. C'est pas qui m'a Campus France, parce que Campus France, c'est un peu plus facile. Vous Oui. mettez juste vous traduisez en fait les documents s'ils sont pas en français, ou on va dire, تبعتوهم là, تحطوهم carrément le site. Pour l'Espagne, c'est un peu délicat parce que vous aurez donc toute cette paperasse à faire, à légaliser et limite traduire la paperasse si c'est en arabe. Donc, vous pouvez les traduire en français, en anglais, en espagnol ou là en portugais, ou là en italien, je me souviens plus. Et voilà. Donc, c'est tout simplement ça. Donc, ces paperasses, c'est les ministères. C'est la légalisation le ministère. Le contact avec les universités est-il direct? D'accord. Alors, en fait, oui, il y a un site internet. Donc, il n'y a pas une plateforme. Donc, mais chez Kéma en France, il n'y a pas la Campus France, donc Campus Espagne ou un truc comme ça. C'est carrément le site internet de l'université elle-même. Donc, réellement, il n'y a pas, on va dire, une plateforme. Et pour se renseigner, c'est simple. Donc, vous pouvez en fait envoyer des emails au responsable donc, du master ou bien de la licence carrément. Vous vous renseignez, c'est lui-même qui va vous donner l'acceptation. Donc, vous envoyez les documents via le site internet. Après, c'est le responsable lui-même qui va donc donner l'acceptation ou pas. Voilà, tout simplement. Y a-t-il un entretien pour avoir l'accord? Non, 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 voilà, c'est ça qui est différent. En fait, il y a pas comme Campus France, en fait, l'entretien, Win, par exemple, l'interview qui va vous poser des questions concernant le projet d'études, le projet professionnel, etc. En fait, ça se passe carrément sur le site internet de l'université. Donc, vous téléchargez, vous scannez les papiers, bien sûr, au préalable légalisé, etc., comme je vous l'ai expliqué précédemment. Après, vous les mettez sur le site internet. Il y aura aussi à écrire une lettre de motivation. Je crois que ça se passe en anglais pour ma part, vu que c'est en fait un master anglophone. Donc j'ai dû l'écrire en anglais. Et quoi d'autre Non, c'est tout en fait. C'est tout. Il n'y a pas réellement l'entretien via Skype, etc. Il y a rien du tout, hein. Même pas un entretien via Skype ou quoi que ce soit. Donc vous le mettez et vous recevez la réponse avec le responsable. Juste pour rajouter, donc le seul conseil que je peux donner pour les personnes qui seront intéressées à venir en Espagne, ça serait carrément de parler au responsable. Donc soit vous lui envoyez un email. Sinon, vous pouvez carrément donc, vous entretenir avec lui et dire que j'aurais besoin je sais pas, de quelques minutes, si ça vous dérange, de s'entretenir avec vous via Skype, par exemple. S'il est favorable à la demande, ben, tant mieux. Mais le seul conseil, ça serait vraiment d'envoyer des messages, d'envoyer des emails aux responsables. Il ne faut pas juste s'inscrire juste comme ça directement, parce que je vais pas dire vous aurez moins de chance, mais c'est mieux, c'est mieux. Avec le premier contact avec le responsable carrément du master, c'est quelque chose. Le système, le système universitaire en Algérie est basé à la LLMD. Est-ce que c'est la même chose en Espagne? Oui, alors on va dire, c'est la même chose, donc c'est toujours LMD, mais il y a quelques différenciations. Donc le LMD en Algérie, donc la licence c'est 3 ans, donc la licence en 3 ans, Adnan, la licence en 3 ans en Algérie. Après le master c'est en 2 ans, donc M1, M2. Et le doctorat, je crois que c'est en 3 ou 4 ans en Algérie. Donc là, c'est 3 ou 4. Voilà, ça dépend en fait ça dépend du doctorat et de la thèse. Alors ici, c'est un peu différent. C'est toujours LMD, donc le système, c'est toujours le LMD. La licence chez eux, ils l'appellent ici le grado. Le grado,
ça se fait pas en 3 ans, ça se fait en 4 ans. C'est pas en 4 ans. Donc ils ont une licence en c'est pas en 3 ans, ils ont une licence en 4 ans et le master, c'est différent. Le master, il peut être en une seule année ou bien en 2 ans. Donc ça sera soit 5 ans, soit 6 ans d'études pour avoir la licence plus le master. Et le doctorat, c'est la même chose, c'est 3 ou 4 ans, tout dépend de la thèse. Juste pour le Euh, master, en fait, je vous ai dit, c'est une année ou 2 ans, tout dépend en fait du master, hein. Moi, c'était master et c'est une seule année en fait. J'ai fait des recherches sur les universités en Espagne. Apparemment, il y a universités publiques, privées et religieuses. C'est quoi la différence entre eux? C'est pas vraiment, il n'y a pas une grosse différence, hein. Université publique, c'est à peu près comme je vous l'ai dit, c'est à peu près comme en Algérie. Privé, vous payez juste un peu plus, mais vous avez un meilleur encadrement. Université religieuse, c'est un peu n'importe quoi parce que c'est à peu près la même chose que le public. Donc, c'est avec le côté religieux pour eux, donc le côté catholique, Adam Akan. Mais bon, c'est un peu n'importe quoi, mais bon, on s'en fout un peu parce que ce qui nous intéresse, c'est un peu le côté public parce qu'ils sont plus, c'est plus encadré, hein. Et les meilleurs, c'est les universités publiques parce qu'elles sont beaucoup plus encadrées. Pour les personnes qui veulent de la recherche, il faut se tourner vers ces universités-là. Et d'ailleurs, c'est les mieux classés, hein, côté recherche, côté boulot, côté intégration professionnelle. Voilà, voilà. Enfin. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre spécialité et des modules que vous étudiez? Oui, oui, bien sûr. Alors, bon, je vais juste reprendre. Alors, je vous ai dit, Anna, j'ai fait un master donc, en nanosciences, matériaux et procédés. Donc, là, en réalité, avec le département de l'ingénierie chimique, c'est pas juste le département de chimie, c'est pas la faculté de chimie. La faculté de chimie, c'est un peu plus, on va dire, théorique. L'ingénierie chimique, là, fait un peu le côté procédé, le côté produit, le côté, on va dire, industrie. Alors, pour ce qui est donc des modules de la spécialité que j'ai faite, donc c'est le côté en fait nanosciences, منهم les modules en nanofabrication, nanoprocessing. Alors, nanofabrication, nanoprocessing, c'est quoi? C'est en fait les techniques de nanofabrication. Par exemple, vous avez les impressions de, je sais pas, on va dire des structures, mais en nano. C'est la taille carrément nano, en nanomètres. Ça peut être jusqu'à 3, 4, 5, 10 nanomètres. Je peux vous donner le simple exemple pour les personnes peut-être qui connaissent. Les chips, tout ce qui est l'électronique. Par exemple, l'électronique, les téléphones ternants, ou l'électronique sur les cartes mémoire, les cartes SD. C'est vrai que nous, on le voit comme ça, comme étant, on va dire, en macro, c'est-à-dire afsa kbira. Sauf qu'en réalité, non, c'est vraiment très, 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 très petit. Ça peut être des micromètres, ça peut être des nanomètres. Donc, nous, il y a le MONA, donc tout ce côté-là, donc toutes les techniques nanofabrication, fait le module. Et il est couplé donc avec le côté TP, donc le côté pratique en salle blanche, clean room en anglais. Donc, là, c'est le module, on va dire, nanofabrication avec le clean room. Après, de l'autre côté, il y a donc le gros module, il s'appelle donc nanosciences. Alors, nanosciences, il est composé de 3 sections, donc nanochimie, nanophysique et nanobiotechnologie. Donc, nanochimie, c'est très très simple, c'est aussi la même chose, c'est juste la chimie en nano, donc on va dire pas en macro, en vraiment petit. Les quantum dots, comment on les appelle? Les, je sais pas, je ne sais pas comment le dire en français. Tout ce qui est les tubes, mais en nanocarbone par exemple, les nanocomposites. Après, nanophysique, c'est à peu près la même chose qu'on peut trouver comme module à l'USTHB. C'est tout ce qui est donc quantique, mais un peu plus côté physique. Donc, c'est pas vraiment de la chimie. Après, nanobiotechnologie, c'est la même chose, sauf que c'est de la biologie. C'est carrément de la biologie. Donc, c'est l'ADN, mais l'ADN, tout ce qui se passe, on va dire, à l'intérieur du corps humain, je sais pas, aux microbes, etc. Donc, là, on va dire, aller de le côté. Parce qu'il faut savoir que le master c'est un master, en fait, qui est assez axé recherche. Donc, c'est très, très important, le côté nanobiotechnologie
في le master تاعي. Après, pour les autres modules, il y a eu plusieurs. Donc, par exemple, le module Product and Process Design. Donc, c'est carrément, c'est en groupe. Donc, celui-là, c'est pas théorique du tout. Ça se passe en groupe, trois ou quatre personnes. On va choisir en fait, le thème, il est déjà proposé. Le professeur, il va te dire, Hawlik le thème تاعك. Vous allez pouvoir innover fait le thème. Donc, par simple exemple, nous, c'était par exemple un engin où on va filtrer l'eau et on va rajouter une petite touche innovatrice là, le petit engin. Donc on peut, je ne sais pas, on peut dire que, je ne sais pas, par exemple nous, c'était rajouter des particules de fer dans l'eau qui est déjà filtrée et essayer de donner, on va dire, de vendre l'engin une zone bien précise flamande. Par exemple, nous, vu que c'est des particules de fer, donc on a décidé d'essayer de vendre cet engin-là, donc ce machin, à des pays en fait qui sont pauvres, donc où l'anémie, par exemple, les pays هذوما كاين بزاف, donc les personnes atteintes d'anémie. Donc c'est هذا هو le module, c'est-à-dire que comment tu vas faire le procédé, tu as le processus تاعنا, donc tu vas يعلمك كيفاش ديرو كامل. Après, pour ce qui est du design, c'est carrément le design qui m'a fait, genre en 3D. C'est un machin, tu crées toi-même avec les applications liées un design, donc un design en 3D, et tu vas essayer de le présenter. Donc il y a deux sessions de présentation. La première, c'est juste pour, on va dire, le premier contact, pour faire valoir le projet TAC. Et la deuxième, c'est carrément essayer de le vendre. Donc avec le prix, avec le tout. Tout. Tu contactes des entreprises, de vraies entreprises, ils vont te donner un cahier de charge et tu fais tout. Donc c'est vraiment très très long, c'est pas en 6 mois, on l'a fait presque en 2 semestres. Et, et voilà, sinon les autres modules, c'était un peu ce qu'on peut trouver à l'USTHB, donc supramoléculaire. Il y a eu aussi les séminaires. Donc, chaque vendredi, on a un séminaire pendant 1 heure où un chercheur, donc le monde entier, EJ, il va présenter son papier, sa recherche pendant 40 minutes. Il y aura une séance questions-réponses. Et le deuxième module qu'on a eu le deuxième semestre, c'était comment écrire une feuille, donc un article scientifique, comment le présenter, كيفاش نديروا la structure تاع le papier, combien de pages وين لازم نعطوا فيهم les résultats, etc. Voilà. Avez-vous ressenti une différence de formation entre les deux pays, peut-être côté pratique ou bien plus ou moins chargé? Ah oui, carrément. Bon, chargé, non, pas vraiment. Chargé, j'ai pas vraiment ressenti que c'était super chargé là en Algérie, donc avec mon expérience à l'USTHB. Mais côté différence, ah ouais, carrément. C'est, on va dire côté pratique, on va dire la méthode utilisée en Algérie et la méthode utilisée ici, c'est carrément différent. Donc, je sais pas, mais peut-être que vous l'avez aperçu juste par rapport à ce que j'ai dit juste avant. Je sais pas, en Algérie, c'est vrai qu'on avait avec le système, les examens, c'était théorique. Peut-être que tu avais un TP ou deux une année. Par exemple, licence 3, tu as un TP ou deux. Le mardi, le mercredi, c'était des TP. Et on va pas se le mentir, c'était pas quelque chose qui était super intéressant des fois. Des fois, c'était bien. Des fois, c'était pas super bien. Et voilà, genre, c'était pas bien tenu. L'HNA, non. L'HNA, en fait, tu as un truc qui est super bien, c'est que c'est vrai que tu as de la pratique. Comme je vous l'ai dit, donc le module, par exemple, nanofabrication, c'est super intéressant. C'est d'ailleurs mon module préféré parce que il va carrément t'apprendre comment on peut passer on va dire, d'un simple support en silicone à quelque chose, on va dire, de plus électronique. Donc, on aura par exemple des fines lamelles d'or avec le cuivre Milford, par exemple, pour avoir donc un truc électronique qu'on peut l'appliquer carrément sur de l'électronique. Donc, voilà, on peut mettre le caractériser, etc. C'est vraiment très intéressant. Après aussi, il faut savoir que l'HNAD a énormément de présentations. Hein. Genre, sans déconner, l'HNA, j'ai fait
30 présentations depuis que je suis venu en Espagne. Genre 30 présentations, même à Doxara, là, on va dire les 5 à 10 minutes. Les grosses présentations, c'était noté. Les petites, c'était pas noté. Ça faisait juste partie du cours. On nous donnait, par exemple, dans un cours, je me souviens, on nous avait donné un article et le professeur nous avait dit, donc, essayez de faire un petit résumé de ce que vous avez compris de l'article. C'est-à-dire que là, l'entraînement, c'était quoi? C'était comment lire un article aussi rapidement sans se soucier des détails insignifiants. C'est-à-dire qu'on devait juste lire l'essentiel et essayer de le présenter en 5-10 minutes. Et c'est ce qu'on faisait. Après, chaque fin de cours, par exemple, on nous donnait des exercices. Et c'était des exercices notés parce que c'est un contrôle continu. Et voilà. Ah oui, très important, j'ai oublié de le dire. La différence que j'ai trouvée aussi, c'est qu'en Algérie, par exemple, on avait avec la période d'examen. Donc la période d'examen, c'était juste après les vacances d'hiver. On se reposait, etc. On passait nos vacances. Après, on devait réviser et partir pour faire les examens en janvier, par exemple. Là, il n'y a pas ça. En tout cas, pour le master. Hein. Pour la licence, c'est autre chose. Pour la licence, je pense que c'est à peu près la même chose. Pour le master, c'est différent parce que il y a le contrôle continu qui rentre en jeu, il y a les exercices qui rentrent en jeu, donc les exercices qu'on nous donne, on va dire, pendant les cours. Après, il y a les présentations, il y a les projets qu'on fait en groupe, et aussi, il y a en fait les interrogations. En général, il y a 2 ou 3 interrogations par module. Et voilà. Donc, grosso modo, oui, il y a une grosse différence, surtout la pratique. On a pratiqué énormément. Pour faire une présentation, il faut aller dans un laboratoire, on pose les questions, on manipule le produit TANA, après on va faire la présentation, etc., etc. La plupart des étudiants algériens disent qu'ils manquent de pratique. Donc, ils se dirigent vers des stages. Est-ce que c'est facile d'en décrocher un en Espagne? Bon, pour le stage, sincèrement, je vais pas vous mentir parce que j'ai pas eu l'expérience pour, on va dire, de chercher un stage, etc. Parce que vu que mon master, en fait, il est plus axé recherche, en fait, le stage TAE, c'est plus un stage recherche au sein de l'université elle-même, donc au sein d'un groupe. Donc le groupe, il est financé par le gouvernement ou bien financé par un programme. Mon groupe, par exemple, de recherche, il est financé comment dire, par la banque. C'est une banque locale ici. Et si tu as besoin de quoi que ce soit, donc tu demandes et tu commandes, on va dire, un produit et tu commences à travailler. Donc c'est ça, en fait, la thèse, tu as le master TAE. Par contre, pour d'autres personnes, oui, le stage, il se passe en entreprise. Sincèrement, je n'ai aucune idée. Il y a d'autres personnes qui me disent carrément que c'est la même chose. C'est juste que c'est d'ailleurs la même chose qu'en France. Et il y a d'autres personnes qui me disent que l'Algérie, c'est tellement facile de décrocher un stage, mais par contre, quel stage et à quel prix, tu vois, parce que oui, c'est vrai, c'est facile de décrocher un stage en Algérie, mais après, si tu n'as pas de pratique derrière, si t'as pas donc, les bons réflexes pour pouvoir travailler après, ça ne sert à rien. Hein. Même si tu me donnes un stage de 6 mois, ça ne sert à rien. Après, il y a d'autres personnes qui me disent ici que le stage, c'est vrai que des fois, c'est galère à trouver. Mais il y a un enjeu derrière. Donc, tu apprends, vu qu'en plus, tu es payé, parce que c'est un salaire, c'est comme travailler, c'est un 6 mois, mais c'est comme si que tu travailles. Après, derrière, vous partez en entreprise, hein, c'est tout. Mais Anaïs, j'ai D'accord. pas eu de l'expérience, parce que ça fait partie déjà du cursus. Donc, je pars directement avec un labo de recherche, directement en université. Avez-vous au sein de votre établissement universitaire une plateforme où vous trouverez des cours TD ou même un contact direct avec vos professeurs? Bien sûr. En fait, on a la plateforme Moodle. On l'a depuis le début. Donc, dès que vous inscrivez à l'université, ils vont vous donner en fait un email, donc votre propre email personnel à chaque étudiant. Vous aurez donc droit à la plateforme Moodle et vous aurez aussi accès on va dire, le Outlook, mais professionnel, Outlook 360. Donc c'est une boîte mail, c'est une boîte de réception carrément, mais plus pro. C'est pas avec le outlook.com qu'on trouve partout.
Et voilà, donc en fait, sur la plateforme, donc Moodle, vous aurez les cours, tout ce qui est PDF, par exemple, s'il y a une vidéo dans PDF, je crois que normalement vous connaissez parce que vous m'avez dit que vous avez eu, on Oui. va dire, une expérience pendant le confinement. Donc c'est voilà, donc vous aurez les cours, les PDF par rapport, je ne sais pas, à des articles de recherche, des vidéos sur YouTube, des liens, etc., les notes. Donc si on fait par exemple, je ne sais pas, un séminaire, il y aura donc le résumé du séminaire via de la plateforme. Et après, on peut faire donc notre compte rendu qui est d'ailleurs noté parce qu'on avait donc avec le cours séminaire, donc c'est chaque vendredi qu'on faisait. Et voilà, donc pour ce qui est maintenant des contacts, vous m'avez dit que est-ce qu'il y avait un contact aussi avec les professeurs? Donc oui, parce que sur la plateforme Moodle, dès que vous cliquez sur le profil du professeur, vous avez juste en bas du nom, donc juste en dessous du nom, vous avez l'adresse mail. Donc vous cliquez sur l'adresse mail ou bien vous la copiez et puis vous pouvez lui envoyer un mail. Après, si c'est juste pour information, vous lui demandez donc l'information. Sinon, vous pouvez carrément lui poser la question et faire et on va dire prévoir un rendez-vous avec lui. Donc oui, il y a le contact très très facile avec le professeur, même si vous ne connaissez pas vraiment et personnellement le professeur, vous pouvez carrément vous entretenir avec lui. Donc oui, c'est facile d'accès, on va dire. Est-ce que l'intégration avec la communauté européenne, plus précisément l'Espagne, était simple ou bien il y a une grande différence de culture? Alors, je dirais que c'est plus, on va dire cette question, elle est assez personnelle dans le cas où tout dépend en fait de la personne et tout dépend en fait des mentalités. Donc, pour répondre d'une manière générale, oui, c'est très facile de s'intégrer en fait aux Espagnols parce que pour les personnes qui ne connaissent pas les Espagnols, ils sont assez ouverts d'esprit, ils sont très avenants, très gentils. Dès que vous rentrez sur le sol, ils essaient de vous aider, etc., etc. Bon, après, il y a du bien, on va dire, il y a du mal partout. Hein. C'est pas qu'en Espagne. Après, pour ce qui est donc de l'intégration, moi j'ai eu la facilité de s'intégrer. Pourquoi? Parce que ma classe, elle compte 19 ou 20 personnes, je me souviens plus. Et il y a en fait seulement 5 Espagnols. Et 5 Espagnols qui ne se connaissent pas. Je crois qu'il y avait juste 2 qui se connaissaient parce qu'ils sont de la même ville, donc à Tarragone, en Catalogne. Sinon, les autres, c'était un peu partout en Espagne. Et ils comptaient que seulement 5. Donc, les 15 restants, ou les 14 restants, c'était carrément international. Vous avez donc une Irlandaise, une Italienne, un AGT algérien, il y avait une Syrienne, il y avait un Kuwaiti, il y avait 2 Indiens, il y avait un Chinois, il y avait un Maltais, une Italienne. En fait, il y a on va dire, il y a avec le melting pot à la culture, c'est un choc culturel entre les trois. D'ailleurs, même les professeurs l'ont dit. Donc, ils ont dit c'est vraiment, on va dire, dispersé géographiquement. On va dire c'est bien. Pourquoi? Parce que quand on se fait une sortie, quand on se fait un dîner, par exemple, là, ça va. Donc, tout le monde ramène quelque chose, une petite spécialité, me le pays. Mais c'est très facile. Sincèrement, c'est très facile de s'intégrer. Après, comme je vous l'ai dit, ça dépend aussi des mentalités, ça dépend aussi de, de la volonté aussi. Hein, quand il y a des personnes, oui, ils veulent pas réellement être entourés d'étrangers. Aussi ironique que cela puisse paraître, parce ils sont en Espagne. Mais bon, voilà. Pouvez-vous nous parler ou bien nous donner quelques conseils pour bien étudier et bien assimiler les cours? Bon, je crois que, comment vous dire, le conseil le plus important, ça serait, on va dire, de suivre les cours. Parce que je vais pas vous mentir, et moi-même je l'ai expérimenté à l'USTHB. Ça m'arrivait des fois où je ne rentrais pas au cours, hein, juste parce que le professeur n'était pas intéressant ou juste parce que c'était carrément, tu rentres, tu as 2 heures devant toi, le professeur il vient, il te dit tout le cours et après il ressort sans même expliquer. Ça m'est arrivé, hein, ça m'est arrivé en deuxième année précisément, avec une professeure en chimie organique. Par exemple, là, ça ne m'intéresse pas. Par contre, quand vous faites des études à l'étranger, c'est un peu plus différent parce que il y a, il y a, on va dire, avec le côté, on va dire, comment vous dire, oui, le professeur, par exemple, il explique. Vous lui posez la question, il explique. Moi,
en tout cas, j'ai eu cette expérience-là, donc c'était génial. Après, pour le conseil, je dirais qu'il faut en fait qu'il faut rentrer, on va dire, pendant les cours, poser des questions, envoyer, on va dire, essayer d'avoir en fait avec le contact avec les professeurs, parce que sincèrement, c'est ce qui va aider. Et maintenant, le côté langue, parce que sincèrement, une expérience, pas avec moi personnellement, mais avec des personnes qui étudiaient avec moi. Ils ne réussissaient pas à avoir, on va dire, ils ne réussissaient pas à s'intégrer, que ce soit avec nous, en tant que juste amicalement parlant, ou bien carrément le côté études. Pourquoi? Parce qu'ils ne faisaient pas en fait d'efforts à essayer de s'expliquer, à essayer de, de communiquer avec la langue étudiée. Dans mon cas, c'était langue personne qui ne يعرفوش بزاف anglais. Mais avec le temps, vu qu'on est en anglais, on peut apprendre facilement, on peut poser des questions, même si on va dire grammaticalement ça passe pas. Mais le côté, on va dire langue, c'est-à-dire même si on fait plusieurs erreurs, on peut apprendre facilement de nos erreurs. Donc, on peut poser la question avec la fausse intonation, mais c'est pas grave. Du moment qu'on s'explique, du moment que le professeur nous comprend, c'est l'essentiel. Parce que la majorité, c'est qu'ils disent, OK, je vais faire des erreurs, je vais pas poser la question. Par timidité, ils vont pas poser la question. Sauf qu'en arrivant à la maison, ils vont, on va dire, perdre 2-3 heures à chercher sur Internet sans peut-être même trouver la réponse. Et c'est du temps perdu. Là, autant vous dire que le temps, ça, c'est de l'or, hein. Dès que vous sortez du cours, vous partez directement à la bibliothèque et vous étudiez. Parce que vous n'avez pas avec le temps, je vais pas dire le temps de sortir et de s'amuser un peu, si, fine, non. Mais pendant la semaine, autant profiter, on va dire, pour terminer les présentations, les projets, les ADNA, en fait, on n'a pas le temps réellement de voir autre chose pendant la semaine. Donc, le seul conseil, ça serait vraiment de rester assidu sur les cours. Faut pas oublier pourquoi on est là, faut pas oublier pourquoi on a décidé de partir à l'étranger. C'est pour une seule raison, c'est que pour avoir, on va dire, un meilleur diplôme, pour avoir on va dire, une meilleure pratique du domaine qu'on veut. Et voilà, tout simplement. On a une question par rapport au temps d'adaptation avec les études et le travail. Donc pour les études en général, donc parce que c'était en anglais, donc les études en anglais, mais on n'avait jamais étudié en anglais. Enfin, j'avais jamais étudié en anglais. Il m'a pas vraiment fallu beaucoup de temps parce que, alhamdoulilah, on va se dire que j'ai un très très bon niveau en anglais, donc je parle assez facilement avec les étudiants et aussi avec les professeurs. Maintenant attends, je vais relire quand même la question. Les études, donc les études, oui, c'est le cas. Le travail, bon, moi je travaillais pas. Personnellement, je ne travaillais pas. J'ai eu la chance en fait de vivre chez mon oncle هنايا. Donc côté financier, c'était assez à l'aise. Après, pour m'adapter avec les étudiants eux-mêmes et le mode de vie تاعهم, c'était assez facile pour moi, comme je vous l'ai dit précédemment, parce que en fait, ça va. En fait, je suis assez ouvert d'esprit personnellement pour parler aux gens, pour aller vers les gens et discuter avec eux, tout simplement. C'était pas vraiment difficile. Voilà, donc je vous ai dit, c'était assez facile, hein. Personnellement, faut pas avoir هذيك الرهبة, on va dire, d'aller vers les gens, de leur parler, d'essayer de connaître les gens, de, on va dire, de comprendre leur mode de vie. On n'est pas obligé de s'intégrer à 100% avec leur mode de vie parce que chacun ses valeurs, chacun ses mœurs, chacun ses traditions, chacun sa religion. On n'est pas là on va dire, se copier avec eux. Donc, voilà, tout simplement. Mais c'était assez facile, hein. Sincèrement, c'était assez facile et juste pour expérience, dès que je suis arrivé là, il m'a fallu, je vais vous dire, hein, là 8 jours. 8 jours, juste pour me faire des amis rapidement. On s'est dit, ok, c'est le week-end, donc on n'a pas commencé encore les cours donc assez sérieux. Donc pourquoi pas, on va se faire une petite sortie à Barcelone. Barcelone, c'est juste un train, c'est juste à côté. 1 heure, on arrive à Barcelone.
On s'est dit: «OK, on va se faire un petit week-end à Barcelone». رحنا قعدنا une journée. Il y avait l'auberge de jeunesse, c'était pas super cher, c'était 9-10 € واقيلا la nuit, vu que c'est l'hiver, c'est pas l'été. قعدنا لتما كامل قصارين et tout et tout et tout et voilà donc ça change un peu donc c'était vraiment agréable. Voilà. Après, juste pour on va dire ça c'est un plus, hein, c'est pas peut-être, par rapport à la question. Parce que j'ai oublié de parler de la partie la plus importante, je crois, pour envisager des études à l'étranger, c'est le côté financier. Parce que je crois que c'est aussi une partie très importante qu'il faut qu'on parle dessus. En fait, là, هنايا, en Espagne, il faut savoir que le financement, donc pour les écoles publiques, il est fait par le gouvernement espagnol. La même chose qu'en Algérie. Il est fait donc par le gouvernement algérien, par exemple, ou bien en France par le gouvernement français. Par contre, c'est assez cher. Pour le master, il faut juste compter dans les 2800, voire jusqu'à 3500 € pour le master. Sauf que, ça qui est super bien ici, c'est que la bourse, elle est hyper facile à avoir. Ils appellent ça le grant. Donc Grant. C'est peut-être même en anglais, je ne sais pas. Mais c'est hyper facile à avoir. C'est qu'il y a deux types. Le premier type, c'est que vous postulez pour la bourse ADEC. Si elle est favorable pour vous, vous n'aurez pas à payer les frais d'inscription. Vous aurez juste à payer une petite taxe de 100-200 €. C'est هذا مكان. La deuxième, c'est carrément vous payez, voilà. La deuxième, c'est carrément vous payez les 3000 € HADOC, donc d'inscription. Et par info, vous pouvez les payer en 3 fois. Sinon, quand vous le payez, donc vous demandez avec la bourse, ils peuvent vous donner donc 3000 €, mais ça sera mensuellement. Donc 350, 360 mensuellement pendant 10 mois. Non, même pas 10 mois. Même pas 10 mois. Qu'est-ce que je raconte? Il y a tout le compte, donc les 3000 € en 2 semestres. Et sincèrement, c'est super. Donc, je l'ai eu, hein. Je me suis dit, OK, comment je vais faire et tout, ça sera un peu délicat financièrement parlant. Et je connaissais pas de la bourse. Le responsable lui-même, il m'a dit, Monsieur Boukhalfa, voilà, qu'il y a des bourses, vous pouvez postuler, et tout le monde le fait. Et là, je ne le savais pas parce que dans ma tête, c'était avec la mentalité en France. La bourse, elle est hyper difficile à avoir. Donc, je suis parti avec la mentalité, c'est peut-être la même chose. En fait, ça n'a rien à voir. La bourse ici, elle est hyper facile à avoir. Donc, je l'ai fait, on m'a donné avec la bourse et limite, j'ai été payé chaque mois sur mon compte bancaire. Et là, je me suis retrouvé financièrement parlant très très bien. Voilà. Est-ce que vous encouragez les étudiants algériens à venir étudier en Espagne? Ah oui, sincèrement, totalement. Genre, vraiment, vraiment. Parce qu'en fait, on n'est pas dépaysé. Ici, surtout sur les villes côtières, hein, donc Tarragone, Barcelone, Alicante, etc. Valence, c'est une super université, il y a une super université là-bas. Barcelone aussi. On n'est pas en fait dépaysé parce que c'est un petit peu une culture qui se rapproche un petit peu de l'Algérie. Côté nourriture aussi, sauf que bon, ils ont avec le côté, on va dire, le porc, etc. Dès qu'on n'en parle pas. Voilà. Mais après, sincèrement, pour les études, j'encourage vraiment les étudiants algériens à venir. C'est une destination qui n'est pas très, très connue et très, on va dire, très confortable pour les étudiants algériens parce que, voilà, à cause de la langue. Donc, c'est soit l'anglais, soit l'espagnol. Donc, je sais que c'est pas tout le monde qui parle espagnol, pas tout le monde qui est bon, on va dire, en anglais. Donc, le seul conseil, ça serait, si vous prévoyez de venir en Espagne, de faire, on va dire, au minimum, de le préparer déjà pendant une année. Donc, de préparer la langue carrément pendant une année. Et voilà. Donc, vous pouvez donc venir et commencer en fait les cours très très facilement parce que l'accès aux universités espagnoles, qu'on se le dise sincèrement, hein, j'ai eu l'expérience, elle est très facile, hein. À la BPH, je vous ai dit, le seul conseil, ce serait de parler avec le responsable du master ou bien de la spécialité Tana avant même de venir ou bien de demander on va dire la candidature sur
sur la plateforme ou plutôt sur le site internet. C'est le seul truc qui est vraiment très, très bien. Après non, il y a pas vraiment grand-chose à dire. C'est juste que je vous encourage vraiment à venir ici, de tester la procédure par vous-même, d'être prêt financièrement parlant et moralement parlant, parce que voilà, donc un étudiant algérien, on n'a pas tous le même moral. Il y a des étudiants qui viennent ici, après ils abandonnent après 3 mois, ils reviennent. Il faut être prêt moralement, il faut être prêt financièrement. Et il ne faut pas oublier qu'on est là pour essayer d'améliorer notre mode de vie, pour essayer d'améliorer, on va dire, nos connaissances, d'avoir, on va dire, un meilleur bagage pour après. Et pourquoi pas trouver on va dire, un job ici, un travail ici en Europe. Ça serait super, ça serait vraiment magnifique pour chacun, hein. Sincèrement, je le souhaite à tout le monde. Un dernier mot, quelque chose à ajouter? Non, pas forcément, juste que j'encourage tout le monde. Merci en tout cas de m'avoir en fait sélectionné. Merci de m'avoir donné la chance de participer à votre événement. Enfin, je suis désolé, je peux pas y participer réellement à partir du 15. Mais bon, si ça peut vous aider avec votre événement, ben, ça me fait vraiment, vraiment plaisir. Et j'espère que ça va bien se passer pour vous, donc pour tout le monde, pour tous les participants et pour toutes les personnes qui souhaitent partir étudier en Algérie, on va dire à l'étranger. Et voilà, donc le seul conseil vraiment, c'est de rester assidu si vous prévoyez de partir étudier à l'étranger. Restez vous-même, essayez de vous adapter, essayez d'avoir un esprit assez ouvert par rapport à la culture à l'étranger. C'est pas la même culture en Algérie, mais voilà, c'est assez facile. C'est pas, faut pas, on va dire, écouter les autres. Faut pas dire, ok, c'est difficile, ok, je me décourage. Il y a trop de procès, il y a trop de paperasse, il y a trop de cela, il y a trop de cela, il y a trop de, avec le côté financier. Faut pas aussi penser à tout cela. Faut juste foncer et Rabbi sahel, comme on dit. Après ça. Merci à vous d'avoir accepté notre long enregistrement et vraiment c'est un honneur pour nous. Merci.